Un virus, il a une capside, c'est-à-dire il a une membrane. Eh bien, l'huile essentielle, elle effondre cette membrane, c'est-à-dire qu'elle l'enraye. Il est bloqué, il ne peut plus agir. AVS avec Philippe Robichon. AVS, à votre santé, quel début de semaine. Je reçois aujourd'hui le docteur Jean-Pierre Willem. Bonjour docteur. Bonjour. On prononce pas le W, on peut dire Willem en fait. Non, vaut mieux dire, on dit les Water et on dit Monsieur Willem. Ah oui, bien sûr. Monsieur Willem. Carrément. Les Water. Ah oui, plus personne ne dit les Water. Donc... Je suis ardennais et on parle comme ça. On dit les Water. On dit 8 aussi. 8. On dit 8, et oui, c'est culturel, local. Chirurgien et anthropologue, vous êtes ce qu'on appelle un aventurier du bistouri. Vous avez exercé la médecine dans beaucoup de zones de conflit depuis les années 50. Le Gabon, le Rwanda, le Vietnam, le Cambodge, la Jordanie, la Thaïlande, le Laos, le Liban, le Zaïre, le Sri Lanka, l'Iran, l'Irak, le Liban et la Somalie. Et sur le terrain, vous avez appris ce qu'on appelle l'ethnomédecine. Et puis vous avez appris à utiliser aussi les huiles essentielles que vous apprenez à maîtriser dès le milieu des années 60. Déjà. Exactement en 64. Vous êtes le fondateur de l'ONG Médecins aux pieds nus et à noter que vous avez inauguré la première chaire de médecine naturelle à la Sorbonne. Votre dernier livre s'appelle Tout savoir sur les virus et y faire face aux éditions de Dauphin. Vous pouvez le montrer à la caméra puisque l'émission est en direct et le filmer. Et on va commencer cette émission en citant Oscar Wilde. C'est le mérite de la science d'être exempte d'émotions. Un peu de latin pour commencer. Quelle est la signification du mot virus ? Virus, c'est le poison. Le poison en latin, l'étymologie latine. Donc c'est vraiment le poison absolu. Le virus, c'est même pas une entité vivante, puisque c'est un agglomérat de molécules biologiques et qui ne peut vivre par elle-même, qui n'a pas d'énergie, qui peut pas se transmettre. Il faut qu'il parasite une cellule. La différence entre une cellule normale et le virus, c'est qu'il a des protéines, il a l'ADN, ARN et il n'a rien. Il n'a plus de noyau, il n'a rien. Alors quand vous dites ADN, ARN, il n'a pas les deux en même temps. Non, c'est exact. L'ARN, c'est-à-dire, par exemple, le coronavirus et les grippes, c'est ARN. C'est-à-dire, il mute beaucoup plus facilement que l'ADN. Et ça, c'est important parce que ça suppose que pour des problèmes de vaccin, il y aura comment on peut dire, des blocages à beaucoup de niveaux parce que, justement, il mute en permanence et on a le problème actuellement. Donc le coronavirus tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est à base d'ARN. C'est un ARN. D'accord. C'est le groupe 1. Il y a 3 groupes. Groupe 1, c'est-à-dire les plus communs, mais les plus dangereux, etc. Il y a le groupe B, qui est moins dangereux et qui s'étale sur 4-5 ans et qui est très localisé, puis le groupe C qui est très rare. Dans votre livre, vous expliquez en quoi vous êtes légitime pour écrire sur les virus. Elle vient d'où, votre légitimité ? Eh bien, elle vient du fait que sur le terrain, j'ai été confronté à des pandémies et étant seul à pouvoir apporter un traitement, eh bien, je connais un petit peu comment ça s'est passé dans des pathologies virales différentes, telles par exemple l'Ebola, telles le chikungunya à l'île de la Réunion et MERS en Arabie Saoudite, juste avant le pèlerinage de la Mecque. Et là, c'était toute une aventure parce qu'il fallait faire vite. Un virus, c'était le MERS, c'est-à-dire qui passait par le dromadaire. Comme quoi, ce sont toutes des zoonoses. Et c'est pas vieux, ça. C'est pas vieux. Ça a moins de 10 ans, cette histoire-là. Mais je me suis pas rendu en Arabie Saoudite. Mais je suis ami au Maroc avec une professeure qui fait les médecines naturelles. Et je parle beaucoup des huiles essentielles. Et là, elle a convoqué tous les professeurs du Moyen-Orient qui sont venus à Marrakech. Et à Marrakech, je les ai formés. Et ils ont acheté des litres d'huile essentielle. Et puis, il n'y a rien eu. Vous vous rendez compte, un pèlerinage, il y a 2 millions de gens rassemblés sans masque. C'était la catastrophe. Eh bien, il a eu lieu. On n'en a pas parlé. Il ne fallait pas en parler. C'était quelle huile essentielle que vous avez utilisée dans le cadre du MERS ?
les huiles essentielles, c'est pas la pagaille, hein, c'est comme dans toute la biochimie et tout est classé. Et vous avez donc des grandes familles, donc ce sont surtout les alcools dans lesquels il y a les phénols, les plus puissantes, et les monoterpénols, qui n'ont pas beaucoup d'effets secondaires, mais qui sont efficaces mais moins. Et vous avez une en dehors, c'est la cannelle, cinnamomum. Parce qu'il faut savoir qu'on parle en latin. Quand je fais mes conférences à travers le monde, c'est notre espéranto, on parle en latin, il y a toujours un nom et un prénom. Robuchon, Philippe. Alors, pas très latent, ça. Vous n'êtes pas un virus, quand même. Et alors, que ça. À partir de là, donc, on a de quoi faire. On dispose à peu près de 50 huiles essentielles qui sont antiseptiques, antivirales, antibiotiques, antiparasites. Bien. Alors, on s'est fait taper sur les doigts la dernière fois, mais quand on parle d'huile essentielle, il faut toujours dire qu'il faut les manipuler avec beaucoup de précautions. Ça ne s'utilise pas comme ça, les huiles essentielles. Hein. Oui. Toute thérapie efficace est là son revers. Hein. Même l'injection d'eau peut causer des problèmes. Et alors, à partir de là, dans tous les livres que vous écrivez, vous avez intérêt sur les huiles essentielles à mettre tous les inconvénients. D'abord, au niveau juridique, vous pouvez vous en sortir puisque vous l'avez mentionné. Et alors, on est vraiment très scrupuleux. Il faut ne rien oublier et ne mettre les dangers qu'il peut y avoir. Il peut même y avoir des allergies, des effets secondaires, etc. Il peut y en avoir. Docteur Willem, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer, comme vous l'écrivez dans votre livre, que la thérapie naturelle qui a fait ses preuves et que les huiles essentielles doivent être au cœur de la stratégie thérapeutique aujourd'hui pour vaincre et soigner la maladie donc, qui dérive du coronavirus, donc la Covid-19? Bon, ça fait à peu près 6 mois qu'est déclaré ce coronavirus. Qu'est-ce qu'il y a à l'arrivée? Il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de vaccin, et les masques, eh bien, ça pose problème parce que il faut étudier ce qui est autour du masque. Il doit y avoir de la psychiatrie, de l'immaturité, etc. Les gens n'ont pas compris pour le masque que c'est ça qui bloque. Comme les virus pénètrent dans le nez, il est respiratoire. Il faut bloquer cela. Donc, à partir de là, et on ne peut pas discuter et dire, bon, le pouvoir est très coercitif, etc., on lui fait un bras de... Non, il faut mettre votre masque. Vous pouvez jouer un peu quand vous voyez dans la rue qu'il n'y a personne, vous pouvez l'abaisser. C'est du bon sens. Mais il y a tellement de psychiatrie, de psychanalyse autour de cela que c'est infernal. À telle enseigne qu'on a 9000, oui, entre 7 et 10 000 par jour, et les clusters en permanence. Donc il y a des familles, parce qu'il y a des familles en principe, on est assez patriotes, on est dans nos familles françaises, etc. Et ben même là, on chahute, on fait les rêves parties, etc. Donc on déconne à plein, quoi. Alors il faudrait que les gens retrouvent un petit peu du mental et comprennent que s'ils ne mettent pas le masque, on va arriver à une deuxième période, mais elle n'arrivera pas, à mon avis. Donc vous discutez pas pour le masque? Non, mais j'ai mon masque et puis je regarde dans la rue si je vois pas un flic, parce que 135 €, je les ai pas toujours. Alors, et je le remets au dernier moment. Et en plus, je clope alors que c'est interdit de fumer. Et je fume des bidis, c'est-à-dire pas des cigarettes normales. Quand on lit le journal Le Parisien, qui fait parmi des journaux nationaux les plus lus en France, on lit contre le virus, les huiles essentielles font pchit. Ben, on pchit, évidemment. C'est-à-dire, c'est ceux qui sont, comment on peut appeler, qui travaillent avec Big Pharma. C'est-à-dire l'ensemble de la médecine française. Parce que si vous n'avez pas d'argent pour la recherche, etc., même la presse, c'est Big Pharma qui vient à votre secours. Big Pharma, avec les GAFA qui sont derrière, il faut les respecter, c'est-à-dire il faut rester strict, il faut ne parler que des antibiotiques, que des thérapies qui rapportent. Alors attendez, vous parlez d'antibiotiques, mais est-ce que les antibiotiques sont efficaces contre les virus? Non, ils ne sont pas efficaces. On le met quand même, on l'a quand même mis au niveau des rhumes, etc. C'est pour ça qu'on s'en est servi longtemps, et puis qu'ils sont maintenant, il y a des antibiorésistances. Il faut savoir que Fleming a attaqué les bactéries, mais les bactéries, c'est des choses vivantes. Ils se révoltent comme des êtres vivants. Donc, ils tournent le dos, c'est-à-dire ils deviennent antibiorésistants. Et puis maintenant, vous voyez, il avait pensé qu'on allait enrayer
toutes les pathologies bactériennes, eh ben, il n'en est rien et on est au point mort. Il reste plus que les vaccins dont on peut parler beaucoup. Et voilà. Mais Zorro est arrivé, c'est-à-dire les partisans de la médecine naturelle qui, eux, manipulent des produits naturels, c'est-à-dire les huiles essentielles. C'est un petit peu le fer de lance de notre médecine, la clé de voûte. D'accord. Comment fonctionnent les huiles essentielles sur un virus ? Alors, sur un virus, il faut savoir qu'un virus, il a une capside, c'est-à-dire il a une membrane. Eh bien, l'huile essentielle, elle effondre cette membrane, c'est-à-dire qu'elle, carrément avec le cytoplasme, etc., elle l'enraye. Elle l'enraye, il est bloqué, il peut plus agir. C'est comme un coureur à pied où il casse une patte, il s'arrête. C'est pareil, voilà, tout simplement, grosso modo, je peux rentrer dans les détails, mais c'est pas la peine d'enfumer les gens. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des preuves scientifiques qui prouvent que les huiles essentielles sont efficaces contre depuis 50 ans. Contre le coronavirus. Ah, contre le coronavirus. Bon, alors, on est donc dans les 15 dernières années, parce que le premier coronavirus, il s'appelait le SRAS. Or, le SRAS, il a sévi à Hanoï, il a fait 300 morts là-bas. Or, Air France va à Hanoï. Et alors, les pilotes ne voulaient plus y aller. Mais, vous savez que les pilotes et les hôtesses de l'air, ce sont des gens qui voyagent beaucoup, ils sont partisans des médecines naturelles. Ils les connaissent tous. Je traite beaucoup de pilotes, beaucoup d'hôtesses de l'air. Et ils m'ont demandé, docteur Willem, est-ce que vous avez une formule contre le SRAS ? Je leur ai donné la formule et ils l'ont appliquée dans une revue, évidemment, pratique de santé, c'était, et ils ont collé ma formule sur un ascenseur à Roissy et Orly qui était destiné aux pilotes et aux aides. Alors tous savaient, ils étaient déjà rassurés en se disant on a quelque chose. Bon, voilà pour le SRAS. Mais c'était quelque chose qui était en préventif ou en curatif ? Ça peut faire les deux. Ça peut faire les deux. Déjà, mais j'ai mis au point, voyant que c'était inopérant la thérapie chimique, j'ai mis au point un produit, un complément alimentaire pour booster les défenses. C'est-à-dire avant l'épidémie, c'est-à-dire en préventif, ça s'appelait Stimu Plus, dans lequel j'ai mis 3 champignons, maïtake, shiitake, reiki, qui sont porteurs pour densifier l'immunité. J'ai mis les huiles essentielles, 3 huiles essentielles qui sont immunostimulantes. J'ai mis l'échinacée, j'ai mis tout. Et ça marche depuis 10 ans. Les gens qui l'appliquent n'ont jamais de grippe. Donc, puisque leur immunité est au maximum. Tout le problème, c'est l'immunité. C'est le terrain. C'est le terrain. Si vous n'avez plus d'immunité, ça s'effondre. Et pourquoi, par exemple, les gens, les comorbides, comme on dit, ceux qui ont plusieurs pathologies, par exemple l'hypertension, à chaque fois, ils ont 3 produits chimiques. S'ils ont le diabète, 3 produits chimiques, alors vous voyez le nombre de pathologies, de thérapies chimiques, l'organisme ne les reconnaît pas. C'est chimique, ils ne reconnaissent que ce qui est naturel. Parce qu'il y a la phylogénèse, le développement de l'homme est très lent par rapport aux agresseurs, aux antigènes. C'est quoi la phylogénèse ? Phylogénèse, c'est l'étude, c'est l'évolution de l'homme dans le temps et dans l'espace. Et il est très lent. Ça ne bouge pas. Néandertal, à 300 000 ans, et il ne parlait pas. Néandertal, à 300 000 ans. Il y a eu aussi Cro-Magnon, il y a 70 000 ans. Il parlait parce qu'il avait un pharynx, l'autre n'en avait pas. Vous voyez la différence qu'il y a, c'est très lent. Et alors, à ce moment-là, dès lors que c'est antigénique, eh bien, ça va, si vous l'absorbez au niveau des intestins, la première barrière, c'est l'immunité intestinale. Il y a une inflammation, puisqu'il y a un combat qui va s'opérer, il y a une inflammation qui va s'opérer pour le neutraliser. La muqueuse, elle est altérée, il y a plein de petits trous, les débris alimentaires passent par les petits trous, les virus et les débris. Donc l'immunité, elle est sollicitée en permanence. Et si vous avez des thérapies chimiques en permanence, votre immunité, elle est épuisée. Et alors, quand on se retrouve en réanimation, il y a peu de chances de s'en sortir, parce qu'en plus, on vous remet des benzodiazépines, on vous met du curare, etc. Alors là, l'immunité,
vraiment, vous êtes étouffé, elle est inondée, il n'y a plus rien à faire. Vous dites dans votre livre, on va prendre les appels au standard qui attendent au 01 53 48 3000, mais que depuis une trentaine d'années, on assiste au retour spectaculaire des maladies infectieuses qu'on appelle émergentes ou réémergentes. Quelles sont ces maladies et quel rôle l'environnement joue-t-il sur l'apparition de ces maladies? Il y a le chikungunya, il y a Ebola, il y a la dengue, il y a les fièvres hémorragiques, dont la dengue et dont Ebola aussi. Et puis, vous avez certaines grippes qui reviennent, qui sont illimitées, les grippes. Parce que, si vous vous souvenez, d'abord, il y a eu la fameuse grippe espagnole, c'était H1N1. Il faut que je vous explique un petit peu pourquoi on dit H1N1. H, c'est hémagglutinine, et N, c'est neuraminidase. C'est-à-dire que le virus, pour pénétrer dans une cellule hôte, il s'accroche, c'est comme des crochets qui s'accrochent à la membrane de la cellule. Et la première, donc, c'est H. Donc, on dit, cette grippe, elle est H1N1 ou elle est H2, etc. Donc, H, c'est la première, elle vient accrocher la muqueuse. Et neuraminidase, elle permet la sortie. C'est très élaboré, le virus. Alors, vous expliquez dans votre livre cette histoire de la grippe espagnole, qui n'est pas plus espagnole que vous et moi, d'ailleurs. Non, parce que c'est le roi d'Espagne qui est mort. De même, le roi des États-Unis, de même, le roi il y a un autre roi qui sont morts, il y a beaucoup. C'est pour ça qu'on l'a appelé la grippe espagnole. La grippe espagnole. Alors, vous racontez, les épisodes, c'est sur 15 mois, sur la grippe espagnole. Non, là, beaucoup plus, sur 2 ans, 3 vagues. La première était ravageuse, la deuxième aussi, et ça s'est calmé. Chaque pandémie, vous avez des pics comme cela dans les grippes, etc. Là, c'est pour ça qu'on attend une deuxième période. Mais là, je ne pense pas, parce que il faut considérer donc cette pandémie comme un événement, comme une masse physiologique qui fonctionne par elle-même. Elle a eu son acmé et elle va s'éteindre progressivement. Mais l'homme... Alors l'acmé, c'est le... C'est le sommet. Donc elle a fait son temps. Peut-être qu'elle va revenir, mais pour l'instant, pour cette année, mais l'homme a déconné, et il fait que peut-être que si vous secouez un peu trop ce virus, peut-être qu'il y aura une deuxième période. Parce que là, il y en a qui considèrent déjà qu'elle est là. Je ne pense pas qu'au niveau d'une certaine cosmogonie, si vous voulez, une certaine approche, elle va s'éteindre progressivement. Elle aurait dû déjà s'éteindre si l'homme était un peu plus social ou patriote. Salim est là. Salim, bonjour et bienvenue. Allô, bonjour. Bonjour Salim. Bonjour Philippe et bonjour à docteur. Bonjour. Et moi, en fait, je voudrais poser une petite question. Je ne sais pas ce que vous pourriez me répondre, en fait, par rapport à mon fils. Et c'est-à-dire qu'à partir de 2 ans, et maintenant il a 4 ans, et puis toujours c'est-à-dire qu'il a toujours le rhume qui est, plutôt le nez qui est bouché, et il est tout le temps enrhumé. C'est-à-dire que il tombe un petit peu malade, enrhumé, et puis il guérit. Au bout d'1 mois après, il retombe encore à nouveau. C'est-à-dire, il attrape le rhume, quoi. Alors, dans tout cela, d'abord, il a une carence immunitaire. Il n'a pas beaucoup de défense immunitaire. Il faut savoir s'il y a un terrain allergique. Il faut savoir, par exemple, s'il a des polypes nasaux qui indiqueraient qu'il y a de l'allergie. Mais en médecine, en pédiatrie, nous, on est excellents. Quand je vois, par exemple, toutes les mères de famille ont acheté, c'est pas pour faire de la pub, les huiles essentielles médecine d'avenir. Toutes les mères de famille l'ont et arrivent à colmater. On met par exemple rhume et tout ça. Vous avez la réponse. On a exactement les huiles essentielles qu'il faut prendre, parce que c'est difficile à expliquer, à contenter tout le monde. Vous voyez, les huiles essentielles médecine d'avenir. Mais alors, donc, il faut aussi lui donner des ferments lactiques. Certainement que cet enfant n'a pas tété. La meilleure immunité, c'est que l'enfant, c'est pas le biberon pendant les 6 premiers mois, c'est téter la maman qui vous transmet son immunité. C'est déjà une chose. Ensuite, donc, dans les pathologies allergiques, on donne un oligo-élément qu'on appelle le manganèse.
Et puis, on a un bon bourgeon qui est excellent, qui stimule votre propre cortisone, c'est le ribes nigrum, c'est-à-dire le cassis. Hein. Pour un enfant de cet âge-là, vous lui donnez 10 gouttes le matin, ça va booster un petit peu son taux de cortisol qui est anti-inflammatoire, etc. Mais je n'ai pas parlé de cortisone injectable, comme la dexaméthasone qu'on veut donner dans le coronavirus et qui est une erreur. Parce que la cortisone, elle fait proliférer les virus, éclater les virus. J'ai appris ça il y a à peu près 60 ans à la faculté de Lille. Il y avait un professeur qui nous disait, si vous avez une conjonctivite virale et que vous mettez un collyre à la cortisone, vous perdez vos 2 yeux. Vous voyez, c'était très schématique, mais on va donner de la dexaméthasone. Mais il n'y a pas de dégâts parce que je suis sûr qu'on donne à côté des antibiotiques pour colmater. Alors, pour un enfant de 4 ans qui est le fils de Salim, qu'est-ce que vous conseillez? Donc, alors, je lui donnerai enrhumé et qui... je lui donnerai d'abord, il y a un bon produit qui est à base de le Rinargin, RHINAGRIN, en pulvérisation nasale. Je lui donnerai un oligo-élément, le manganèse qui stoppe les basophiles qui sont à l'origine de l'allergie. Donc, un manganèse tous les 2 jours, ça suffit amplement. Et puis, c'est un probiotique, il y en a plein. Je ne peux pas vous indiquer un. Moi, je prescris Orthoflore, mais il y en a. Et ça va requinquer toute l'immunité intestinale qui est essentielle. Hein. C'est la première barrière. Hein. On a 5 barrières pour nous protéger. C'est la première. Il faut la requinquer. C'est ce qu'on appelle ça le microbiote. On le charge à outrance et vous stimulez, vous apportez plein de bactéries. C'est des petits soldats qui vont vous aider à vaincre l'infection. Ok. Mais en fait, je voudrais reposer encore, parce que je me suis renseigné, on m'a dit il faut rien lui donner, il faut le laisser comme ça, que ces défenses immunitaires travailleront seuls. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de combattre tout le temps, et c'est-à-dire cette infection. Il y a un peu de ça, mais moi, à mon avis, il faut changer le terrain. Il faut améliorer le terrain, puis après, il n'y aura plus tous ces problèmes. Puis alors, il y a des problèmes, il peut peut-être être intolérant au lait de vache. S'il y a une intolérance au lait de vache et à certaines caséines du lait, et même au blé, les gluten, etc., il faut d'abord savoir, parce qu'une intolérance alimentaire, ça peut casser votre terrain. Donc il faut améliorer ça et puis supprimer. Vous allez voir ce que ça donne. Vous supprimez le lait, vous supprimez tout ce qui est à base de blé, avoine, etc., qui sont très allergènes. Ce sont des antigènes. Il faut vous dégagez déjà le terrain. Changez déjà, puis vous verrez au bout de 3 semaines, parce que le lait de vache, c'est fait pour les veaux. C'est fait pour les veaux. Et à 5 ans, vous n'avez plus de lactase. Vous n'avez plus de lactase, ça veut dire que vous ne pouvez plus le digérer. Mais la création, qui est très intelligente, parce que vraiment l'homme, c'est un chef-d'œuvre, de par l'anatomie, la physiologie évidemment, des fois leur cerveau, comme actuellement avec les masques, eh bien, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Alors à ce moment-là, il faut restaurer ce que l'environnement nous amène de malsain, et puis à partir de là, ça repart. J'ai appris plusieurs mots en lisant votre livre. Alors le premier, c'est zoonose. La zoonose, ce sont les animaux, c'est-à-dire les animaux par lesquels passe un virus. Par exemple, je vous ai dit tout à l'heure, c'est le dromadaire avec le MERS. Actuellement, le coronavirus, c'est la chauve-souris et puis le pangolin, là. Et c'est pas obligatoire, hein. C'est pas obligatoire. La grippe de Hong Kong qui a fait 2 millions de morts, c'était le canard. Donc c'est surtout aviaire, c'est-à-dire les oiseaux. La plupart du temps, dans le groupe 1, c'est surtout les oiseaux. Or, tous les oiseaux qui rentrent chez eux, qui reviennent, tous ces mouvements-là, ça fait que ça contribue à mettre en exergue le virus, quoi, à
la déforestation, tout ça, ce sont des éléments qui sont péjoratifs, faits la plupart du temps par l'homme. C'est l'homme qui déconne. Il y a la guerre qui cause des mouvements, et puis les virus en donnent à cœur joie. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de zoonoses ou pas ? Oui, de plus en plus, parce que comme on a traversé la membrane des espèces, c'est-à-dire on a franchi, avant c'était l'homme, comme la grippe, l'hépatite, etc. Maintenant, la plupart, comme il y a eu le porc qui était très familier en Asie, ils dorment presque avec les porcs là en Asie, donc il y a eu un transfert donc, du porc chez l'homme. Et puis, il y a aussi la volaille. Donc maintenant, on a franchi les barrières des espèces. Et là, ça devient fâcheux parce que ça peut arriver de partout, quoi. Alors, notre mot que j'ai appris, le mot eubiotique. Ah, ça, on est dans le grec. Ça veut dire bien. Bien. Bien, biotique, la vie. Donc, c'est le maximum de la vitalité, c'est-à-dire eubiotique, c'est-à-dire tout se passe bien, tu as un bon terrain, voilà grosso modo. Alors là, c'est un mot que vous appliquez aux huiles essentielles, donc une huile essentielle eubiotique, ça veut dire eubiotique, parce que en plus, autant par exemple, si vous donnez des antibiotiques, ça va bousiller la flore intestinale, on connaît ça, après il faut reprendre des levures, etc., tandis que le virus, en plus, il restaure le terrain. Et on a des éléments bioélectroniques pour indiquer qu'on a le pH, la résistivité, etc., qui situent le terrain. Ça s'appelle le bioélectromètre de Vincent, dont on se sert beaucoup en Allemagne pour situer votre terrain. On peut déjà savoir si vous avez un terrain cancéreux, si vous avez un terrain à Candida albicans, c'est d'un terrain acide. Donc, si vous avez du Candida albicans, vous prenez des antibiotiques ou ce que vous voulez, mais il faut alcaliniser. C'est-à-dire, il faut couper l'herbe sous le pied. Comme il aime l'acidose, il ne faut pas lui en donner. Il faut donner du bicarbonate. Alors, vous buvez un champignon, Saint-Thior ou une histoire comme ça qui n'est pas très bon. Et il n'est plus dans son terrain. Un dernier mot, résistivité. La résistivité, c'est pareil. C'est la façon la pénétration donc de certains éléments ioniques. Par exemple, je vais vous donner une eau qui a une forte résistivité. Il y a le mont Roucou et puis la Volvic. Elle a une résistivité importante. Quand la résistivité chute, on va vers la mort. Enfin, mort, c'est une façon de parler, c'est péjoratif. Donc, il faut une bonne résistivité, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir des passages avec les ions plus facilement. Alors, vous expliquez que chaque virus a une stratégie qui lui est propre. Qu'est-ce qu'on sait de la stratégie adoptée par le coronavirus ? D'abord, c'est respiratoire. Donc, il y a un tropisme respiratoire. Il faut savoir, pour tous les virus, il se déjoue en permanence de ce qu'on lui impose. C'est vraiment le vicelard. S'il n'y avait pas une cellule hôte qui l'héberge et qui lui fait développer à l'intérieur de cette cellule hôte tous les virus qui vont être chassés par le glycoprotéine de tout à l'heure, la neuraminidase, et donner en aval tous ces germes, tous ces virus, eh bien, il n'est rien. Il n'est même pas vivant, et il est vivant parce qu'il pénètre un petit peu comme un intrus, c'est le parasite absolu strict. Alors, il se déjoue et il mute en permanence, par glissement, il y a des recopiages qui se font mal. Il est en permanence, il met des barrières pour pas qu'on l'attaque. C'est quelque chose d'incroyable, c'est d'une perversité, et ça peut aller... par exemple, le virus de la grippe de Hong Kong qui a fait 2 millions de morts, vous aviez le porc, donc, qui lui s'est allié, il a fait un réajustement, il s'est allié à l'homme et au aviaire, c'est-à-dire avec le canard. Donc, il a chopé la neuraminidase du canard et l'homoglobuline de l'homme. Donc, il y a 3 éléments en lui. Alors, pour le déloger, vous ne pouvez plus rien faire, quoi. Il ne pouvez plus rien faire. Il n'y a que notre bonne huile essentielle en dernier ressort, quoi.
Alors vous dites que les individus qui hébergent les virus ne réagissent pas tous de la même façon. Il y a la question des porteurs sains dont on nous parle beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un porteur sain, pourquoi ils sont redoutables et combien de temps est-ce qu'on reste porteur sain? Alors le porteur sain, en général, donc, il est asymptomatique. Il est contaminé, il ne sait pas qu'il est contaminé et il va causer des dégâts parce que, justement, il est contaminé. Et il va contaminer d'autres. C'est ce qui survient, par exemple, dans la grippe, dans l'hépatite, la méningite qu'on redoute. Là, c'est la méningite. Quand il y a une méningite, tous les pouvoirs publics médicaux se rassemblent. On vaccine en permanence. On a tellement... Ça peut être la fin du monde. La méningite, une méningite, ça peut être la fin du monde. C'est quelque chose dont on a peur. C'est quelque chose... Le fait d'en parler, ils n'en parlent même pas tellement. Mais alors, ça survient 2 fois par an. Et vous voyez la mobilisation qu'il y a pour l'enrayer. On vaccine à outrance. Alors voilà un petit peu, donc c'est un pervers absolu ce virus. Dans mon livre, vous verrez, ça devient un thriller, c'est-à-dire c'est une saga. Là, vous parlez de saga. Vous dites que finalement, les virus, c'est une saga familiale. On pourrait faire un film rien que sur le cheminement du virus. Alors, sur les porteurs sains, combien de temps est-ce qu'on reste porteur sain et qu'est-ce qu'ils deviennent, ces fameux porteurs sains? Le porteur sain, après, donc, finalement, tout s'arrange, puisque vous ne pouvez pas être porteur sain à vie. D'abord, il va se faire soigner parce qu'il y aura quand même une irruption. La clinique va parler. Mais en attendant, il va contaminer les voisins. C'est pour ça que c'est quand même important de le signaler. Il y a une certaine, selon la virulence et selon vous, votre terrain, c'est-à-dire il faut une bonne immunité, il ne faut pas que vous preniez trop de produits chimiques, etc. Vous vous en sortez. Mais sinon, vous êtes embarqué et puis par les temps qui courent, on va en réanimation. Et là, c'est une épée de Damoclès. C'est du quitte ou double. Alors dans votre livre, vous écrivez qu'il faut traverser cette pandémie en recourant au bon sens de nos médecins de terrain, et ce grâce au recours aux huiles essentielles que nous maîtrisons depuis plus d'un demi-siècle, et nous parviendrons à enrayer l'évolution de tous les virus. Est-ce que vous exagérez? Ça, oui, il faut forcer un petit peu, comme tout le monde. Il n'y a pas que nos bons virologues qu'on voit tous les jours parler du masque. Alors, c'est pas leur boulot de parler du masque pendant des mois, etc. Ils ont autre chose à faire, puis ils commettent beaucoup d'erreurs. Il y en a beaucoup qui ne savent pas qu'il y a un cheminement, il y a 5 barrières pour nous protéger, c'est important. Alors que j'ai été surpris de l'intelligence de vos lecteurs, ou auditeurs, qui ont beaucoup demandé ce que c'est, les 5 barrières. Ils savent ce que c'est-à-dire la création ou la nature avec un grand M. Alors, on va revenir sur ces 5 barrières de l'immunité. Oui, alors la première, c'est l'immunité intestinale. Je vous rappelle qu'on dit que c'est le 2e cerveau. Il y a les neurotransmetteurs, il y a tout ce qu'il y a dans le cerveau, donc c'est très important de le soigner. Première barrière. La deuxième barrière, c'est le complément, c'est-à-dire c'est toutes les formations lymphoïdes qu'on trouve dans la rate, etc. Troisième, c'est le sang. Dans le sang, il y a les lymphocytes et les macrophages. Vous avez aussi les cellules endothéliales vasculaires qui sont très importantes. C'est là où on a parlé tout à l'heure d'une atteinte de digestif, etc., que tout part de... Et la dernière, donc, c'est la barrière hémato-encéphalique avec les microsomes et les gliales qui vous protègent. C'est la dernière parade. Et après, vous avez 3 grandes pathologies neurodégénératives suivant le récepteur, c'est-à-dire le dernier élément final. Si c'est nicotinique ou dopaminergique, etc., c'est la maladie d'Alzheimer, la sclérose en plaques et le Parkinson. C'est le dernier. Et je vous signale tout de suite que beaucoup de ceux qui ont le coronavirus, qui ont un trouble olfactif, ils vont directement, dans plusieurs années, vers Alzheimer. Mais ceux qui ont été réanimés, etc., ils sont déjà dans la première phase de la maladie d'Alzheimer. Troubles de la mémoire, dépression, ils ont tous les signes de la première partie d'Alzheimer. Alors Jean-Pierre Willem, quelles sont les huiles essentielles qui fonctionnent sur le virus, sur le coronavirus aujourd'hui? Alors, tout logiquement, mais j'ai beaucoup de mes confrères, des médecins de terrain qui proposent un petit peu, chacun veut avoir sa petite formule, mais enfin il y a une formule
qui correspond à une efficacité certaine. Vous avez les eucalyptus. Eucalyptus, il faut savoir, il y a 200 variétés d'eucalyptus. Mais pour les huiles essentielles, on en prend 2. Il y a la radiée, ou radiata, en latin, Eucalyptus radiata. C'est celle qui bloque l'infection au niveau du nez. Tant que l'infection est dans le nez, l'Eucalyptus radiata s'en charge. Elle va neutraliser le virus. Mais la grippe, le virus de la grippe, il chute sur les bronches. Et bien souvent, c'est la mort, parce qu'il y a eu quand même 10 000 morts à chaque épidémie grippale saisonnière. Et alors, le globulus, il bloque au niveau. Et vous ajoutez une autre, donc ils sont spécifiques, ces deux. Alors, Eucalyptus radiata et l'autre globulus, déjà, ça fait un couple qui bloque tout. Mais on peut renforcer par Ravinsara, ou ça peut être la sarriette, qui est plutôt à impact digestif. Ça peut être le titri, niaoli, enfin toutes ces choses-là qu'on connaît. Vous les prenez sous quelle forme? Alors, ou en gélule, vous pouvez le prendre en gélule, ou en goutte, ou en massage, avec une huile de massage, mais c'est mieux directement sur la peau. En diffusion, là, c'est la diffusion. Alors, on a des sprays dans lesquels il y a ces 3 éléments que je vous ai donnés. Malheureusement, les douaniers les ont neutralisés, que j'avais mis au point. Et la meilleure galénique, c'est le suppositoire, surtout chez les enfants, parce que ça contourne le foie, ça agit directement, donc l'impact au niveau de l'organe qui est atteint. Le suppositoire, c'est la voie royale. C'est le cas de le dire. Ouais. C'est le cas de le dire. Mais no comments. Est-ce que ça veut dire, sur ce que vous nous dites, qu'on peut parce que ça a l'air simple quand on vous écoute, oui. Mais est-ce qu'on peut prendre ça comme ça, ou il faut aller voir un naturopathe? Vaut mieux. Mais les 350 000 qui ont acheté ce livre, ils savent déjà. Les huiles essentielles, médecine d'avenir, ça, avec 220 pathologies, il y a tout, même la mauvaise haleine, il y a les entorses, épicondylite, la goutte, l'imbago, il y a tout dedans. Et à partir de là, ils me font confiance, parce qu'il faut lire le début, et à partir de là, je dis attention, il ne faut pas prendre l'armoise, etc. Il y a les cétones et les lactones qui sont un petit peu dangereuses. Celles qui font perdre du poids, etc. Bon, en général, c'est les adultes qui en prennent, mais il y a une méfiance. Parce que c'est très bizarre. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, le persil. Il y a 2 variétés de persil. Persil, ça fait partie des cétones, ce qui peut donner l'épilepsie, des troubles neurologiques. Et vous avez un persil, crispatum, qui est resplendissant, etc., qui, lui, lutte contre l'épilepsie. Vous donnez des enfants épileptiques, vous mettez une goutte de ce persil, il bloque. C'est en huile essentielle de persil? En huile essentielle de persil. Comment vous l'appelez? Comment vous l'appelez? C'est en latin, c'est Petroselinum crispatum et l'autre. Il faut bien, je vous donne l'exemple, mais oubliez-le pour ne pas commettre d'erreur. Mais pour tout cela, pour savoir que la nature, elle rigole avec nous par moments. Et parmi les huiles essentielles qui existent, quelle est celle qui vous paraît comme vraiment essentielle? La plus essentielle, vous avez l'hélicryse. L'hélicryse. C'est votre préférée, celle-là? Ah oui, l'hélicryse qui pousse en Corse. Mais ils sont souvent. C'est un autre nom, hein? C'est l'immortel, non? Oui, exact. C'est pas la fleur d'immortel? Oui, c'est l'immortel. C'est une belle fleur jaune. Ça sent la Corse, en fait. Oui, puis vous avez la cyste ladanifère. La cyste ladanifère, elle a comme particularité, elle joue un rôle dans les maladies auto-immunes. Et les maladies auto-immunes, on pourrait m'appeler pour les maladies auto-immunes, il y a 6 millions de Français qui en ont. Elles sont sur 46 maladies. L'Alzheimer, c'est une maladie hétéro-immune. Et vous avez la cyste ladanifère qui combat, qui restaure, mais elle est interdite. Quelle est l'huile essentielle que vous avez toujours sur vous? Que j'aurais sur moi. Que vous avez toujours là dans votre poche? Si je vous fais les poches, je vais trouver quoi? Non. Rien, puisque vous me répondez pas. Non, j'en ai pas. De temps en temps, j'ai romarin acénéole. Romarin acénéole, c'est l'huile essentielle qui restaure l'acétylcholine. Et or, dans la maladie d'Alzheimer,
vous n'avez plus d'acétylcholine. Et là, vous donnez du romarin à cinéole qui va restaurer votre mémoire. Et ça marche. Sinon, et c'est pour ça que j'ai fait le... Donc romarin à cinéole, d'ailleurs c'est une question que vous avez posée la dernière fois. Mais oui, mais si tout le monde se précipite en pharmacie, eh bien les prix vont doubler. Je l'avais fait à un coup pour l'hépatite. J'avais parlé du Tujanol, ça a doublé les prix. Alors étalé sur plusieurs mois, parce que ces labos d'aromathérapie font fortune. Ils pourraient penser à moi comme les autres versent des émoluments à ceux qui les... Aux experts. Ils pourraient faire pour mon association humanitaire, pas pour Willem, mais jamais médecin un mouvement. Aux pieds nus. Jean-Pierre Willem sur Beurre FM, votre dernier livre s'appelle Tout savoir sur les virus et y faire face aux éditions Dauphin. Vous montrez le livre à la caméra. Vous réécoutez l'émission en podcast, vous la regardez sur YouTube. Merci d'avoir été avec nous, Doc. Et demain, nous parlerons de l'asthme, puisque l'asthme aussi fait sa rentrée. Très belle journée, santé sur Beurre FM.